Merci de nous retrouver sur ce plateau après ce très beau documentaire de Jean-Pierre Bertin-Maguit avec mes invités. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Plat, qu'on connaît bien ici. Vous êtes historien à l'Université de Limoges. Guillaume Graciano, vous êtes youtubeur, c'est comme ça qu'on dit, et vous avez monté une chaîne de basket américain, vous en parlerez. Et enfin, Marc Villemard, vous êtes le président fondateur de la médiathèque Nouvelle-Aquitaine et, je ne le précise pas, mais vous êtes un ancien de la maison. Merci à tous les trois. Vous avez vu ce documentaire qui a été tourné il y a 60 ans par ces soldats pendant la guerre d'Algérie. Pascal Plat, un mot sur ce documentaire. C'est vraiment un document pour les historiens. Oui, c'est tout à fait remarquable. Et d'autant plus remarquable que et ce sera, je crois, l'objet de ce débat, mais on parle du trop-plein d'images, y compris sur la guerre d'Algérie, où on nous en sert quand même beaucoup. Mais j'ai trouvé que cet ensemble-là montrait qu'il est toujours nécessaire de récolter ces images et de les montrer. Ce sont des bases archivistiques qui seront extrêmement intéressantes. Ouais. Même chose, Marc Villemard, un mot sur ce document. Vous êtes président fondateur d'une médiathèque, c'est des documents qui sont utiles. Cinémathèque. Ouais. Bon. Oui, mais dans la continuité de ce que vient de dire Pascal Plat, en effet, il faut collecter et en regardant ce film, indépendamment de tous les aspects qui lui sont attachés, dont on sera amené à parler, la démonstration est faite que collecter des images, même parfois qui semblent banales, eh bien c'est très important. Ça permet un jour de faire un film. Alors c'est important ce que vous dites, parce que images même apparemment banales, avec le temps, elles peuvent s'avérer essentielles, c'est ce que vous voulez dire. Je voudrais poser la question à Guillaume Graciano, vous, l'image, vous avez vu ce documentaire, vous avez entendu ce que disait Marc Villemard, l'image, au fond, vous êtes né dans la société de l'image, vous, on en voit beaucoup, on va parler du trop-plein de l'image, des images qui nous envahissent, mais sur cette réflexion, l'image banale qui peut devenir essentielle avec le temps. Et c'est ce qui était intéressant dans ce reportage, de voir justement que ce n'était pas les images habituelles de la guerre qu'on voyait, c'était un témoignage de ces soldats, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui étaient faites un peu pour le souvenir au départ et qui finalement ont été très très intéressantes. Et aujourd'hui, on voit que ça correspond un peu à ce qu'on vit de nos jours, où l'image est accessible à tous, où tout le monde peut filmer ses propres images, tout le monde peut diffuser ses propres images. Et voilà, ça permet d'avoir une certaine richesse aussi dans le paysage audiovisuel, je trouve, d'avoir toutes ces images et voilà, on parle de trop plein, pour moi c'est quand même une richesse et qui permet beaucoup de témoignages et beaucoup de visions des choses différentes en tout cas. Oui, alors on veut dire que les évolutions techniques concourent à au fond cette évolution radicale de l'image qui aujourd'hui un peu envahit nos sociétés. Bien sûr, la technicité, ça apporte des moyens nouveaux. Alors Pascal Plat, pour l'historien que vous êtes, globalement, avant de rentrer dans le détail de ces images qui nous submergent, cette évolution de l'image, vous l'analysez en tant qu'historien? Alors, on en prend acte. Oui. L'analyser, je ne sais pas si l'on y arrive. Les moyens nouveaux, je crois, de communication permettent la mise en ligne pratiquement de 130 000 images minutes, si ma mémoire est bonne. C'est quelque chose d'absolument considérable. Donc, comme tous les autres, on reçoit un flux absolument gigantesque d'images, et notre rôle est plutôt d'essayer de le décoder, de lui donner du sens, parce que je crois que c'est là qu'est tout le problème. Au fond, ça n'est pas très grave qu'il y ait un trop-plein d'images. Le tout, c'est d'arriver à en faire quelque chose et à les rendre utiles. Alors, Marc Villemard, l'utilité de l'image, peut-être que c'est aussi... Là, c'est une démonstration qui est vraiment une démonstration de qualité, ce documentaire. Ces soldats, c'est une tragédie qu'ils ont vécue. Il n'y a pas que, bien sûr. Je veux dire que tous ceux qui étaient concernés par ce conflit, par cette guerre, ont vécu une tragédie. Et ce film raconte, d'une certaine façon, bien entendu, mais en partant des appelés, en partant des petits, entre guillemets, de ceux qui sont partis avec une caméra, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, comment ces garçons, ils avaient une caméra, ils pouvaient filmer. On les laissait filmer. On sait quand même que dans l'armée, oui, il y a des règles. L'image est extrêmement réglementée. Eh bien, eux, ils ont filmé. C'était pour transmettre, toujours. Le cinéaste amateur, son but premier, je dirais, c'est de pouvoir transmettre
à Mais ceux est-ce que c'est possible aujourd'hui de son environnement. Est-ce que c'est possible, au fond, aujourd'hui, on se pose la question, ces images qui ont été gardées et puis transmises plus tard, aujourd'hui, avec la facilité, on transmet en direct, c'est-à-dire que des soldats pourraient filmer leur quotidien, mais ce serait, au fond, tout de suite distribué. Ça ne donnerait pas le même sens à l'image. Tout à fait. Là, il y a un décalage avec le temps. C'est le décalage qui donne le sens, hein, on est bien d'accord. Évidemment que ces garçons qui ont pris quelques années et qui livrent toute leur amertume quand même, hein, tout ce passif-là et leur regret. Il y en a un qui dit à la fin, on n'a pas pu filmer ce qu'on aurait dû filmer. En substance, c'est ça. Il a tout dit là. Mais malgré tout, ils ont rapporté des images qu'ils commentent aujourd'hui, avec ce décalage dont vous parlez. Et c'est là où il y a une très grande force entre ces palmiers. Toute une partie du film, ce sont des images que je qualifierais de, pas carte postale, mais assez anodines, vous voyez ? Et puis, dans le dernier tiers, on voit des morts, on perçoit la violence, se dit des choses, et là, ça prend vraiment une autre tournure. Il y a une progression dramatique dans ce documentaire qui est très sensible. Alors, Guillaume Graziano, vous êtes vraiment de la génération de l'image. Vous êtes youtubeur, vous allez nous dire un peu ce que vous faites. Au fond, vous, l'image, c'est devenu un vecteur même, c'est presque un métier. Oui, complètement. Enfin voilà, moi je commence à gagner un peu de sous avec, à me professionnaliser là-dedans, alors qu'au départ je n'avais aucune formation là-dedans, juste une passion pour le basket que j'ai voulu transmettre, et j'ai profité un peu de la révolution qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça, la technique qui permet de faire des images et de les mettre en ligne, en réseau. Complètement. Les Américains appellent ça le anytime, anywhere, any device, le n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel appareil. Et je crois qu'on est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a de quoi filmer, tout le monde a de quoi mettre en ligne et partager ce qu'il veut dire, partager sa passion. Et moi, j'ai vraiment profité de ça sans aucune prétention au départ. Mais j'ai vu que ça intéressait des gens et j'ai profité de ça pour continuer avec grand plaisir à parler de ma passion à travers cette nouvelle révolution qu'on connaît actuellement. Donc là, c'est vraiment quelque chose de vertueux, Pascal Plat, mais les images, maintenant, tout le monde a un smartphone, disait Guillaume Graziano, on peut être filmé même à son insu, être mis en pâture sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe. Donc vous dites qu'il ne faut pas s'inquiéter du trop-plein d'images, mais quand même, il y a aussi un risque aujourd'hui à avoir des images qui sont un peu maintenant à disposition de tout le monde. Alors, il faut se méfier de ce dont on parle. Il peut y avoir une dictature de l'image à partir du moment où ces flux, ou certains flux d'images, sont nuisibles d'une certaine façon, ou vont dicter des comportements en matière de physique, de comportement de groupe, etc., où on va retrouver ce trop-plein d'images dans tout ce qui est la fausse image, les fake news, etc. Mais si l'on enlève ces cas particuliers, ces ensembles d'images sont des banques, au fond, dans lesquelles on va pouvoir puiser. C'est ça qui est intéressant pour l'historien que je suis, en tout cas. Nous parlions tout à l'heure des images et de la guerre, enfin, ce qui est mon métier, mais à l'heure actuelle, si des milliers de téléphones ne filmaient pas ou ne prenaient pas des photos de ce qui se passe en Syrie ou dans des lieux de conflit, on n'aurait même pas les preuves pour demain qui arriveront devant la justice pénale internationale. Donc, il y a à la fois les avantages et les inconvénients, mais comme toute technologie ou comme tout progrès, quel qu'il soit. Mais c'est sans filtre, hein, on est bien d'accord là. C'est sans filtre. Hein, c'est sans filtre. On peut effectivement, mais il y a aussi des façons de traiter ces questions-là. Ce sont des images, Marc Villemarque, que vous pourriez, vous, qualité de président fondateur de cette cinémathèque, récupérer et dans votre... Alors là, je crains vraiment le trop-plein. Le trop-plein, parce que notre mission première, c'est de collecter des films, comme les structures qui sont dans le générique de fin, que ce soit Cyclique, la Cinémathèque de Bretagne, il y en a plusieurs. Donc on collecte les films amateurs, les films de famille, notamment aussi les films professionnels, mais surtout ça. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de films. Alors il y a ce que je qualifierais
y a des pertes, il y a des déchets, bien évidemment. Tout n'est pas d'un grand... C'est-à-dire qu'il y a un comité de lecture, c'est-à-dire qu'on vous amène les films... Non, ça prendrait beaucoup trop Alors de temps. comment vous les conservez, ces films? Comment les choisissez, finalement, tous ces films? On les choisit. Le premier critère, c'est la date, l'année. Plus c'est ancien, plus, naturellement, ça nous émoustille, ça nous intéresse, quoi, vous voyez. C'est le premier critère. Et puis, on passe ça dans les scanners. On a de très beaux scanners à Limoges. Et ensuite, ça fait des fichiers numériques qui sont indexés, c'est-à-dire documentés, de façon à ce qu'on puisse retrouver toutes les images qui ont été traitées. Mais il y a un flux permanent de dépôts. Vous voyez, des gens qui viennent déposer. Là, on en a, je ne sais pas, admettons, pour 2 ans de films. Je parle de films argentiques, de films de pellicules. Je ne parle pas des smartphones. Alors là, là, ça devient gigantesque. De films argentiques des années 30, 50, 60, vous voyez. Mais globalement, ces images dont on parle de smartphones, ce sont des images futiles qu'on ne conserve pas forcément, qui sont consommées et jetées. Guillaume Graciano, qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux? Tout le monde, au fond, filme son quotidien. Quel regard vous avez sur ces pratiques ? Alors il y a toujours un côté voyeuriste qui est dangereux, je trouve, par rapport à ça, et sur lequel il faut prendre un certain recul. Après, je pense que je ne serais pas le mieux pour remplacer, mais qu'il y a déjà eu une première révolution de l'image dans les années 80, au milieu des années 80, avec l'arrivée des caméscopes analogiques, par exemple, où tout le monde commençait à avoir son caméscope, à prendre des images de famille que vous récupérez, et j'imagine qu'il devait y avoir certaines craintes, même si j'étais tout petit. Moi, j'ai vu mes parents qui prenaient ces premiers films de famille et qui étaient tout contents d'avoir ces images-là, et tout le monde se demandait un peu ce qui allait exister, enfin ce que ça allait en devenir. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est dans une autre génération de l'image, dans une autre époque. Et voilà, donc tout le monde fait de l'image. Tout n'est pas à garder, certaines choses sont à jeter aussi, c'est sûr. Par contre, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que ça permet un peu d'accomplir un peu ses rêves. Moi, je vois, quand j'étais gamin, j'aurais jamais pu faire ce que je faisais aujourd'hui, dans la mesure où ça demandait vraiment un matériel de professionnel et que je n'avais pas de plateforme de diffusion pour ces images. Aujourd'hui, c'est un rappeur que j'aime bien qui dit ça, qui s'appelle Orelsan. Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est exactement ça. Et vous le faites avec quoi? Comment vous le faites, vous? Alors, moi, du coup, j'ai réservé une chambre dans la maison dans laquelle j'habite, où j'ai aménagé un studio de fortune avec 2 lampes, 2 projecteurs, mon smartphone qui est posé sur un trépied, un micro, et puis let's go, quoi. Finalement, je me mets sur ma chaise et je raconte ce que j'ai à dire. Ensuite, je travaille mon image avec un logiciel de montage, je publie sur YouTube et c'est parti. Alors après, je fais aussi sur mes voyages aux États-Unis, grâce à ce que j'ai fait, j'ai pu être accrédité, donc j'ai pu assister à des matchs de basket NBA, et là j'ai pu faire des vidéos sur le mode vlog, où finalement je pouvais filmer des images de la ville. J'ai fait Los Angeles, San Francisco et New York, mais aussi des images d'interviews des joueurs, et voilà, c'était des choses très riches auxquelles j'aurais jamais eu accès dans mon enfance, parce que le matériel était hors de prix et inaccessible. Ouais, donc, on est dans un cadre vertueux de la gestion de l'image. Au fond, l'image, elle est essentielle. Pascal Pla, aujourd'hui, dans notre société d'image, et surtout sur le plan médiatique, il n'y a pas d'événement qui ne soit pas filmé. Si c'est pas filmé, l'événement n'existe pas. Oui, alors je crois qu'il faut qu'on hiérarchise un petit peu ces images en vous écoutant parler. Toutes les images narcissiques, effectivement, qui circulent sur les réseaux sociaux. Inutiles. Alors, je ne dirais pas inutile. Inutile dans l'instant où nous parlons. Et le film que nous avons vu en donne un bon exemple, somme toute. Qui dit que des sociologues, des anthropologues ou autres n'utiliseront pas ces images-là à des fins d'analyse de la vie sociale ou sociétale ou des évolutions sociétales. Donc elles ne sont pas forcément inutiles. Elles sont pour l'instant un petit peu encombrantes, circulent, constituent un flux et traduisent au fond plus l'auto-représentation, le côté narcissique des individus, et tout ça, c'est bien l'évolution de nos sociétés. Donc là, il peut y avoir une forme de dictature, mais si on enlève ça, il y a quand même quantité de production d'images qui se révèle extrêmement intéressante. Et la facilité, ce que vous soulignez, elle peut se révéler dans des contextes particuliers. Je reprends les contextes de conflit, de guerre ou autres, comme un atout
extraordinaire. Oui, ce que disait tout à l'heure Marc Villemard, justement, vous le précisiez tout à l'heure. Mais sur ce que dit Pascal Plat, au fond, on a tendance à penser que beaucoup de ces images sont inutiles, futiles, où chacun se filme. Mais regardez, vous êtes d'accord avec cette analyse? Encore une fois, moi, je reviens au film que l'on vient de voir, et dont les images prennent un sens particulier parce qu'il y a des témoins. Donc c'est une construction, c'est une écriture. Le réalisateur a trouvé des témoins et a illustré les propos avec des images, encore une fois, dont certaines, il y en a qui sont des images qui viennent de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, qui sont complètement anodines, mais une image plus une image, eh bien, ça fait une phrase et ça raconte quelque chose. C'est pour ça que c'est de la mémoire que l'on met, que l'on met en boîte, que l'on préserve, que l'on conserve. Et il y a une possibilité pour le public de la consulter par Internet aujourd'hui, et les producteurs, bien sûr, se servent aussi d'Internet pour aller chercher des images dont ils ont besoin pour faire un film, ce qu'a fait le réalisateur de ces filmeurs soldats. J'aime bien le terme de filmeur. C'est pas amateur, c'est des filmeurs. Ils étaient mus par... Il y en a un qui le dit, c'est pour rassurer mes parents, je vais filmer... et pour envoyer des images à mes parents pour les rassurer. Ils ne savaient pas où ils mettaient. Au fond, là, on est dans le cadre de prise de soldats qui se libèrent, au fond, en quelque sorte, par l'image. Mais la question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, nous, trop prisonniers de ces images? Quand on regarde les statistiques, les Français regardent la télévision de plus en plus. Les images, on en est permanent sur les smartphones. Les gens consultent en permanence, envoient ça. Est-ce qu'on n'est pas, au fond, prisonnier de l'image? Alors là, c'est pas une question de véhiculer sa propre image, mais d'être dépendant des images, de ce flux permanent d'images. Je pose la question à tous les trois. Ce que disait Jean-Luc, ce qu'a dit Jean-Luc Godard, ce flux d'images, la télé, c'est une machine à oublier, si vous voulez. Plus vous allez saturer, moins vous allez retenir. Regardez ce qui s'est passé là, la cérémonie. Ce grand recueillement national suite au décès de Jacques Chirac. Je ne sais pas, Pascal, si vous avez vécu, médiatiquement parlant, un traitement aussi abondant. Personnellement, non. Donc ça veut dire que c'est trop. C'est la première fois. C'est trop pour certains, c'est peut-être pas trop, mais on arrive à une hypertrophie. Ça, c'est le traitement médiatique, donc par l'image, mais ça peut être aussi par d'autres vecteurs. Mais... Un emballement. Donc vous dites... Mais là, il y a un événement. Vous confirmez qu'aujourd'hui, on est trop prisonnier de l'image. Vous pensez la même chose, Pascal ? Moi, je ne dirais pas qu'on est prisonnier. On subit un flux. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Et le flux est de plus en plus important parce que toutes les prisonnier chaînes... dans le sens, Pascal Plat, où au fond, quand on subit, on est passif. Alors, soit on est passif, soit on peut se trouver dans une situation d'utilisation intelligente de l'image. Autrement dit, comme il y a image et image, il y a probablement une façon de regarder l'image d'un œil, de deux yeux ou avec son cerveau. Et toute la question est la question de la médiation, au fond, je crois. Il y aurait probablement une éducation à l'image à faire. Alors je ne dis pas ça parce que je suis dans une université, mais je crois que ce serait temps maintenant, de façon à ce que les gens s'approprient ces flux, trient et en retirent le meilleur. Justement, parce que les enfants lisent plus, ils regardent beaucoup les images. Alors autant on apprend à lire, mais autant il n'y a pas de pédagogie de l'image. Je pense qu'il manque, oui, une pédagogie de l'image. Mais par ailleurs, regardent-ils vraiment les images ou observent-ils des flux? Reçoivent-ils le flux, tout simplement? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a énormément d'images et on est obligé de trier. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant, parce qu'avant, il suffisait de se mettre devant la télé, mais dès qu'on quittait la télé, finalement, on n'était plus abondé, il n'y avait plus cette abondance d'images. Aujourd'hui, je crois que l'époque et toutes ces images nous obligent à vraiment faire du tri et justement faire attention à garder tout ce qui est important pour nous et justement essayer de
mettre de côté ce qui est futile, ou alors ne le regarder que d'un œil. Le problème, c'est que ce qui est futile, ça continue souvent à passer en arrière-plan pendant qu'on pense à autre chose, pendant qu'on fait autre chose. Et c'est là, je pense, qu'il y a cette abondance d'images qui peut être... Et vous contrôlez toujours le contenu de ce que vous envoyez ? De ce que je publie, oui. De toute façon, moi, j'essaye de faire un contenu intéressant. Vous posez des questions. Tout à fait. Moi, mon objectif, c'est de partager mes connaissances sur le basket et justement d'essayer de proposer ce contenu intéressant. Mais quand on voit, par exemple, que sur YouTube, il y en a qui ont des dizaines, voire des centaines d'abonnés de plus que moi parce qu'ils cassent des télés et parce qu'ils insultent des footballeurs, je me dis qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes que d'autres. Et pourtant, ça fonctionne mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un attrait aussi pour ce qui est choquant, pour ce qui est inhabituel. Et je me demande vraiment l'intérêt profond de ça, parce que je ne vois pas de sens intellectuel ni culturel. Pourtant, c'est quelque chose qui attire beaucoup. Et je crois que c'est là, je vous rejoins, qu'il faut éduquer un petit peu à cette image, à comment visionner ces images et à comment faire du tri. Parce que je crois que la notion de tri est très, très importante aujourd'hui, en tout cas. Oui, alors là, je m'adresse à vous deux, puisque au fond, vous disiez qu'on est d'une génération de l'image. Donc, on voit bien que les enfants, aujourd'hui, sont très dépendants de ce vecteur de communication, même dans l'enseignement, puisque aujourd'hui, on passe beaucoup par l'image, Pascal Plat, dans l'enseignement. Dès la petite classe, c'est l'ordinateur, c'est des documents. Donc l'image, finalement, elle s'impose peut-être malgré nous ou grâce à nous. Oui, comme souvent, les nouvelles techniques entrent dans la vie des individus. Et là, on ne voit pas comment, dans un monde qui produit plus de 200 000 images à la minute, on pourrait échapper à un flux de cette nature. Le tout est d'arriver à l'utiliser intelligemment, à le dompter d'une certaine façon, en sachant qu'il y a une déperdition qui est considérable dans l'image. Moi, je le vois très bien avec mes propres étudiants, qui voient des choses, mais ça n'est pas pour ça qu'ils les happent, qu'ils les intègrent, en fait. Donc il y a une très forte déperdition entre le flux gigantesque qui est fourni. C'est-à-dire des images qui passent inaperçues, vous voulez dire ? D'accord. Qui finissent par passer. Trop d'images tue l'image, enfin, c'est tout simple. Et ça explique peut-être qu'on en revienne maintenant, d'ailleurs, dans ces flux trop importants au sensationnalisme, c'est-à-dire que quelques images vont être isolées parce que justement elles tranchent sur le flux médian, ce qui me semble une dérive d'ailleurs un peu inquiétante. Oui, toute cette notion de buzz pour le sensationnalisme, effectivement, c'est inquiétant. Ouais. Oui, mais on fait le buzz par l'image quand même. Il n'y a pas de buzz sans image. Il faut bien aussi considérer que aujourd'hui, on est dans une société où l'image fait le buzz, et c'est avec le buzz qu'on aussi, on crée une télévision, que vous le disiez tout à l'heure. Donc, il faut en être aussi conscient. On est parfois pris à son propre jeu, et parfois pas pour des cercles très vertueux. C'est là que c'est compliqué. Je vois quand je fais mes vidéos, forcément, j'essaye de faire des vidéos qui vont intéresser, J'essaye d'abord de parler de sujets qui me plaisent, mais je ne vais pas parler d'un sujet qui me plaît, mais qui n'intéressera personne d'autre. Donc forcément, d'une certaine manière, je suis à la recherche du buzz. Maintenant, le souci, je crois que c'est cette quête perpétuelle du buzz, et d'essayer de passer vraiment dans le sensationnalisme, dans le choquant, pour essayer de faire quelque chose de complètement inhabituel, qui va trop changer les habitudes, et qui peut être dangereux, justement, par rapport à tout ce qui est diffusé, par rapport à tout ce flux d'images, et par rapport au fait que toutes ces images-là vont jouer presque le rôle de babysitter vis-à-vis des enfants, plus qu'un vrai rôle informatif comme elles devraient avoir finalement. Ces images qui sont à la Cinémathèque Marc Widmar, vous les mettez à la disposition du public Oui, on les met à la disposition du public. Alors, on a créé le réseau Mémoire filmique de Nouvelle-Aquitaine avec nos partenaires, Trafic Images à Angoulême, le Fonds audiovisuel de recherche à La Rochelle et la Mémoire de Bordeaux pour l'instant, et puis nous à Limoges. Et sur ce site, qui est en croissance permanente, sur ce site, les fonds sont donc déposés et consultables. Et ce que nous avons fait, parce qu'on met des extraits, sur chaque site, on met des extraits parce que sinon, ce serait beaucoup trop lourd. Mais nous installons dans les pôles qui traitent d'archives ou d'informations, que ce soit les médiathèques, les archives départementales, les archives municipales, nous installons des postes de consultation qui donnent accès, eux, à l'intégralité de ce qui est numérisé. Alors c'est
pour les chercheurs, pour les curieux, vous voyez, si vous voulez avoir 100 communions solennelles et tout, vous pouvez avoir. Sapin de Noël, pareil, voilà, je plaisante, il n'y a pas que ça. Mais évidemment, non, mais c'est pour vous dire que ces images sont tout à fait accessibles. Hein. Ouais. Alors, on parle d'images, on peut aussi parler d'images virtuelles, puisqu'il y a aussi maintenant des hologrammes. Donc, c'est aussi une autre évolution de l'image. On est passé dans une autre dimension. Guillaume Graziano. Oui, ça c'est encore une autre révolution qui risque d'avoir lieu. Quand on voit qu'il y a des concerts avec des chanteurs morts en hologramme, effectivement, c'est quelque chose qui était assez inimaginable et finalement qui permettent à des gens qui n'ont jamais pu voir Michael Jackson sur scène, par exemple, de voir un concert de Michael Jackson de visu. Alors ça, je ne sais pas quelles pourront être les dérives. Il y en aura forcément, je pense. En tout cas, c'est encore un progrès qui me semble assez hallucinant et qui permet finalement, comme tous les progrès qu'on a vus au niveau de l'image, s'ils sont bien traités, d'améliorer encore l'information qui est donnée aux gens, d'améliorer tout ce qui est divertissement aussi, parce que je crois que le divertissement est intéressant à travers l'image. Et voilà, donc oui, je pense que l'image n'a pas fini d'évoluer et il y aura toujours des dérives, mais ça apportera toujours quelque chose de positif en parallèle. Oui, c'est ça, c'est comme dans toutes les évolutions, il y a le côté pile, le côté face, ce que vous disiez Pascal Plat, mais justement sur cette évolution extrêmement formidable des images virtuelles, les hologrammes, etc. J'imagine que ça interpelle, y compris l'enseignant que vous êtes. Bien sûr. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est la perte de l'authenticité de l'image. C'est-à-dire qu'on peut considérer dans une dimension artistique, et le cinéma a toujours été une dimension artistique, que l'on peut jouer avec toutes les images. Sauf que lorsqu'on est au-delà de la démarche artistique et qu'il y a une multi-utilisation de l'image avec une décontextualisation complète, ça finit par poser des problèmes sur ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la réalité et la perception qu'on se fait d'image. C'est ça Oui, tout à fait. C'est un danger. C'est un danger, oui, je crois. Et ce que l'on vient de voir, là, c'est l'antithèse de ça, vraiment. Parce que ces images ont un sens, elles sont commentées. Elles suscitent des émotions, elles suscitent des aveux aussi, des choses sans doute que ces témoins peut-être n'avaient jamais dit jusqu'à présent. C'est terrible ce que l'on entend de la part de certains témoins. C'est vraiment une douleur, le souvenir de cette guerre d'Algérie qui se poursuit aujourd'hui d'une autre façon. Alors les images, il faut les conserver pour qu'elles aient un sens. Il faut pouvoir les stocker, les conserver. Oui, donc aujourd'hui, on a des moyens de stockage, mais c'est pas toujours facile de garder l'image. C'est pas vous, je vais le dire, Marc Villemard. Garder, stocker de l'image, c'est un produit. Enfin, le vôtre, c'est pas un produit virtuel, c'est un produit vraiment chimique. C'est compliqué. Nous, on a les deux. On conserve le physique, c'est-à-dire les bobines, le film, la gélatine, les cassettes magnétiques, et on conserve la numérisation de ces supports, c'est-à-dire des fichiers numériques. Et nous sommes exposés, comme tout le monde, à ce point d'interrogation. Qu'est-ce qui est aujourd'hui la meilleure conservation, meilleure méthode de conservation? Vous savez ce que c'est? C'est pas compliqué. C'est de reporter sur de la gélatine ce que vous avez numérisé. Vous voyez, retour à la case départ. Alors qu'on avait fait l'inverse. Ce qui est aujourd'hui la meilleure garantie de conservation. Parce qu'on dit, un disque dur, oui, c'est quoi? C'est X années. On ne sait pas trop avec le numérique. Mais on saura demain, de toute façon, on saura. Puisqu'il est question de pouvoir stocker dans un tube à essai une bibliothèque en entier. Et vous pensez, vous, Guillaume Graziano, à l'après, à l'existence plus tard de vos images, ce qu'elles seront, comment on pourra les interpréter, est-ce qu'on les exploitera? Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez par rapport à votre... J'y pense pas énormément, à vrai dire. C'est vrai que du coup, je suis vraiment dans le sens de la génération actuelle, dans l'instantané, et surtout quand on est dans le monde du basket américain où il y a des matchs tous les soirs, et ça évolue très vite, les informations. Donc on a l'obligation de faire des choses très, très instantanées. Et c'est vrai que mes vidéos ne sont pas forcément regardées longtemps après, sauf certaines. Et j'y pense pas énormément. Maintenant, pourquoi pas pourquoi pas dans des années, certaines personnes qui s'intéresseront au basket d'il y a des années d'avant s'intéresseraient à mes images. Et je serai, je pense, ou j'espère en tout cas, toujours fier de les montrer et de les diffuser. Alors, Pascal Plat, les images, elles sont partout. D'ailleurs, je disais, on écrit moins, on regarde, etc. Donc vous, les historiens demain, après-demain,
demain, ils seront plus des analystes d'images plutôt que des analystes de texte? Mais oui, les historiens utilisent les supports que l'on met à leur disposition. Oui, c'est vrai que jusque-là, nous avons 2000 ans d'écrit derrière nous. C'est ça, mais nous avons de l'écrit. Bien sûr que l'image deviendra un matériau, elle l'est déjà d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui sera la variété de ces images, parce que ces banques sont gigantesques. Au fond, il y a la conservation, alors je vais dire intelligente, raisonnée, telle que la pratique la Cinémathèque. Puis il y a aussi toutes les databases qu'on ne voit pas, de Google d'ailleurs, etc. Que deviendront ces bases? Qu'est-ce qu'on pourra en faire? Il y a un monde virtuel qui est absolument considérable et qui devra être à un moment ou à un autre discuté, indexé, enfin je ne sais pas. Mais... Est-ce qu'il y a un vide juridique justement sur cette utilisation des images? Il y a un vide juridique, oui, à l'heure actuelle, oui. Oui, dans la mesure où on n'est même pas sûr que la banque existe. Enfin, c'est un monde virtuel qui crée du droit virtuel. Il y a un droit à l'image et tout. Il y a toute une juridiction extrêmement lourde, contraignante. Les gens viennent vous donner, certains font don de leur film de famille, qui dit que... dans ce film, il n'y a pas un cousin, un neveu qui va dire « Oh, mais alors, qu'est-ce que je fais là ?» et tout. Bon, faudrait-il qu'il y ait des aspects diffamatoires et tout, mais enfin, on est vraiment maintenant dans une société, comment on dit, très judiciarisée. Donc il faut faire attention quand on manie l'image. Alors, peut-être c'est une question un peu personnelle. Vous, personnellement, Pascal Pla, l'image dans votre quotidien, vous la traduisez comment? Vous vous en servez comment de l'image? Alors, on s'en sert... Alors, pas seulement comme enseignant, point de vue personnel, puisque au fond, on dit que l'image, elle nous envahit chaque jour. Donc, dans votre vie à vous, l'image, vous la situez comment? Mon problème avec l'image, c'est le classement, au fond. C'est-à-dire d'arriver à j'allais dire presque une méthode d'indexation qui rend utile ce qui est quand même une base inouïe quand on y réfléchit bien. Je vous rappelle quand même que je travaille beaucoup sur ce qu'est la justice post-conflictuelle, mais sans quantité d'images aujourd'hui qui ont été faites ici ou là de façon presque incognito avec un téléphone, on n'arriverait même pas à travailler. Donc il y a une valeur de ces images, le tout est d'arriver à les maîtriser. Au fond, le challenge, je trouve, c'est celui-là. Pour vous, Marc Villemarcq, qu'est-ce que c'est l'enjeu de demain à propos de l'image? À propos de l'image, déjà, c'est de faire en sorte que les images d'hier, parce que vous parliez tout à l'heure du cinéma, de l'écrit. Le cinéma, il est très récent. C'est un peu plus d'un siècle, vous voyez. C'est rien par rapport à, je sais pas, à la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple. Vous voyez, des millénaires et tout. Donc, c'est de faire en sorte que ces films les plus anciens, qui témoignent quand même d'une société, d'une façon de s'habiller, d'une façon de se mouvoir, de conflits aussi, ne soient pas perdus. Parce que si on les perd, on perd aussi la mémoire. Alors, il y en a beaucoup. Vous avez des instituts comme l'INA ou le CPAD, le service cinématographique des armées, dont on voit avec beaucoup d'intérêt. On peut comparer les images des soldats avec ceux de l'institution, de l'armée, qui est de la propagande. Il n'y a pas d'autre mot. La propagande, c'est formidable. C'est cette confrontation entre l'image du filmeur, du soldat amateur et du cinéma. Donc l'enjeu, c'est de les conserver. Donc, il faut conserver. Parce que évidemment, il y a beaucoup de ces images qui disparaissent, qui sont des flux jetables. Toutes ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup. L'enjeu pour vous de ces images, pour vous, c'est quoi l'enjeu demain sur l'image? Moi, je pense que c'est très important de continuer à populariser ces images, avec toutes les dérives qui existent à côté. Mais voilà, les évolutions technologiques ont permis à tout le monde de réaliser ces images. On a tous presque du matériel professionnel. Quand on voit que Gondry a même fait un court-métrage avec son smartphone récemment, on se dit que voilà, on a tous dans les mains du matériel de pro. Et
voilà, il y a des dérives, mais je trouve que c'est quand même une richesse folle et qu'on continuer à développer cette richesse folle, que tout le monde puisse témoigner de tout ce qu'il voit, tout ce qui le passionne, tout ce qui lui semble intéressant, tout ce qu'il veut transmettre. Je trouve que ça apportera un témoignage encore plus riche que ce qu'il y a actuellement. Enfin voilà, c'est juste une évolution des choses et ça permet vraiment à tout le monde d'être un témoin. Oui, c'est-à-dire qu'on est tous contributifs de cette banque d'images, de notre histoire. Tout à fait. Avec cet outil-là, c'est ce que vous dites. Avec quand même la question qui régit un peu tout ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dire et comment on le dit. Et alors ça, c'est les historiens qui l'analyseront un peu plus tard. C'est ce que disait Pascal Plat. Parce qu'on peut filmer comme ça, à tout bout de champ, tout ça. Non, mais qu'est-ce qu'on veut dire ? Et parfois, on ne veut pas dire grand-chose, et puis finalement, ce pas grand-chose peut s'avérer utile plus tard. C'est ce que vous disiez. C'est possible. Tout à fait. Ce qui nous semble aujourd'hui très superficiel pourra se révéler très utile pour d'autres utilisations. Mais oui. Et nous aurons même l'avantage par rapport à la production d'images antérieure de disposer d'une telle quantité que l'on pourra avoir de vraies analyses sérielles. Si l'on prend, je ne sais pas, je vais donner l'exemple des Noëls tout à l'heure, on aura une série de 15 000 Noëls. Voilà. Bon. Et tout ça, c'est quand même très utile, parce qu'au fond, à partir du moment où l'on a bien identifié effectivement qui filme et pourquoi, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre non plus de vue dans ce flux gigantesque, on pourra avoir une série analytique, un véritable corpus analytique extrêmement intéressant. Donc il faut être optimiste et il ne faut pas avoir peur de ce trop-plein d'images dans une société d'images. Il faut simplement le maîtriser, effectivement, et comme toute technologie nouvelle, de toute façon, en accepter les dérives aussi. C'est votre avis? Et le mot d'ordre, c'est ne jetez pas vos films. Ne jetez pas vos films. Venez les amener à la cinémathèque, c'est ça? Tout à fait, dans les cinémathèques, dans les pôles archives. Vous voyez, ces soldats-là, où étaient, on ne sait pas, bien sûr, ce n'était pas l'objet du film, mais où étaient leurs films? Où étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils allaient devenir, si ça se peut? Ils les ont gardés précieusement. Ils les ont gardés précieusement. Donc ils avaient le sentiment que c'était un document, déjà. Ils avaient cette conscience. C'est bien, mais vous savez, nous, on nous a apporté même des films. Je pense à La Libération de Limoges, par exemple. Madame Denichou, pour ne pas la nommer, dit on a trouvé ça dans la cave, Monsieur Villemard, qu'est-ce qu'on en fait? Des boîtes. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'était la libération. Les premiers jours de la libération de Limoges. Vous voyez, bon. Il nous reste 40 secondes. Guillaume Graciano, c'est à vous que je donne le mot de la fin. Nouvelle génération, celle de l'image. Vous êtes plutôt optimiste comme tout le monde? Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que, voilà, je le répète, c'est une vraie richesse pour la suite, en tout cas. Merci en tous les cas de nous avoir éclairé sur au fond, cette société de l'image qui nous entoure. Et vous êtes devant une image, celle de Noah. Merci de rester fidèle à ces débats doc. Merci beaucoup et bon après-midi.